Pour moi, c'est le dernier cru blanc de Bourgogne où on a encore du travail à faire pour le hisser au niveau, ne serait-ce que d'un Pouilly-Fuissé, en termes de renommée. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et parce que vous et moi l'aimons passionnément, je vous propose de découvrir les secrets d'un bon vin. Parcourons ensemble le vignoble à la rencontre de vigneronnes et vignerons valeureux et engagés pour des discussions hautes en couleurs. Nous voyagerons à travers les régions, les cépages, les savoir-faire et les belles histoires du monde du vin. Je suis Romain Becker et je vous souhaite la bienvenue dans le bon grain de l'ivresse. C'est l'histoire d'un mec, amoureux fou de sa région. Son terroir, il l'a dans les tripes et coule dans ses veines. Formé par les pionniers du vin nature, il a pris des risques, sorti des jus fous, s'est pris des gamelles et puis s'est relevé. Lui, c'est Arnaud Combier, négociant, vinificateur, éleveur, quelque part autour de Saint-Véran, entre Mâconnais et Beaujolais. Pile là où souffle un vent de liberté et de travail bien fait. Sa région, il la défend bec et ongle, avec rigueur et exigence. Et c'est parce qu'il analyse très bien ses forces et ses faiblesses qu'il a décidé de se retrousser les manches pour faire du vin une joie, sans jamais négliger la viabilité économique. Bonjour Arnaud Combier. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Chevagny-les-Chevrières, entre Bourgogne et Beaujolais. En tout cas, ce sont les deux sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Merci de m'accueillir chez toi, dans ton nouveau chez toi qui va servir désormais à concentrer toute ta production ici pour notamment les vinifications, les élevages, voilà. Et parce que tu as une activité un petit peu particulière dont on va parler aujourd'hui. Je dis particulière parce que c'est pas un sujet qu'on a beaucoup abordé dans le podcast jusqu'à présent, puisque tu es négociant. Avant qu'on parle de ça un petit peu plus précisément et de ton rôle en particulier, voilà, de montrer que c'est pas forcément un gros mot justement, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Moi, j'ai un parcours assez classique. Mes deux grands-pères étaient vignerons dans le village de Prissé, là, à 2 km de Chevagny. Mes parents n'ont pas pris la suite, mais moi j'étais un peu agité du bocal, donc ils étaient très contents de m'envoyer chez mes grands-parents et de m'envoyer à la vigne. Donc voilà comment le virus est venu. Et puis après, au gré des rencontres, des sensibilités, j'ai rencontré mes premiers mentors, Valette, Foyard, Lapierre et consorts au tout début des vins nature. Je savais même pas que ça existait quand je les ai rencontrés. Et puis voilà, puis on a commencé l'aventure. Il y a de ça 30 ans. Et voilà, donc j'ai eu mon domaine derrière mes grands-parents. J'ai eu des déboires financiers, donc je l'ai plus. Et depuis, je suis allé travailler un petit peu en Languedoc. Là-dessus, j'ai rencontré Jeff Carrel, avec qui on a monté un projet de négociant, on va dire bourguignon-beaujolais. Lui voulait diversifier son activité sur d'autres régions, parce qu'il est spécialisé en Languedoc. Moi, j'avais les connexions et puis l'ancrage local, donc échange de bons procédés. Lui m'apporte sa structure financière, administrative et technique, et moi, j'apporte mon réseau, mon nom aussi, puisque j'avais déjà développé quelques vins sous mon nom et donc quelques clients. Et puis l'idée, c'est de ne pas refaire du Carrel ici, mais de reprendre le flambeau, ce que j'avais lancé quand j'avais mon domaine, et de faire les vins qui me correspondent. De faire du Arnaud Combier. C'est ça. Alors on va revenir sur tout ça en détail, parce que c'est une histoire passionnante. On va commencer par tes grands-parents, tes grands-pères qui étaient vignerons. C'est une autre époque qu'aujourd'hui. Ils travaillaient dans des conditions très différentes, et notamment devenir vigneron à 100%, ça a été un chemin. Il y avait de la polyculture. Est-ce que tu peux nous revenir là-dessus, s'il te plaît ? En fait, les deux grands-pères avaient à peu près les deux mêmes structures, une dizaine d'hectares, 15 hectares de surface agricole à exploiter. Et là-dessus, il y avait 3 hectares de vignes, des vaches, des chèvres, le cheval pour labourer, et voilà. Donc c'était vraiment l'ambiance locale de ces exploitations à l'époque.
Et puis après, l'arrivée des AOC m'a permis de développer le côté vigneron, puisque avant, une année, le vin rapportait plus que les vaches et l'année suivante, c'était l'inverse. Donc, ils jouaient là-dessus. Là, le vin s'est mis à être rémunérateur. Donc, ils se sont mis à planter des vignes et à devenir 100% vignerons. Et puis, il y a eu la cave coopérative du village qui s'est développée, qui a permis aussi de vinifier. Donc, j'avais un grand-père qui était adhérent, l'autre qui faisait son vin à la maison. Donc, j'ai eu les deux images aussi. Et voilà, ce qui m'a permis, moi, de baigner là-dedans pratiquement depuis que je suis né. Alors, pas derrière mes parents, mais derrière mes deux grands-pères. Tes parents, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris la suite ? Parce qu'à l'époque, la vie à la campagne était un peu moins drôle qu'en ville, donc ils ont fait partie de toute cette génération. Mon père dans l'administration, passait les concours et donc on allait bosser en ville. Moi, je suis né à Lyon, on a vécu à Paris et voilà, c'était un peu compliqué pour moi cette vie-là. Donc mes parents ont été très très satisfaits d'avoir l'ancrage à la campagne pour m'évacuer quand la pression montait un peu trop dans l'appart. Quel souvenir tu gardes de cette vie avec tes grands-pères dans des domaines viticoles ? C'est mon ancrage, c'est mon histoire. C'est là où tout s'est construit. J'étais assez fusionnel avec mon grand-père maternel, donc forcément ça aide. J'étais tout le temps collé à ses basques. Lui, il devait en avoir marre, même certaines fois. Mais voilà, donc moi, je savais pas le vin, les vaches. J'avais pas trop de préférence. Ce que j'aimais, c'était être dehors, jamais faire la même chose. Voilà, me défouler à la vigne, rentrer les bêtes, faire le pansage, voir les veaux naître, m'occuper des chevaux quand il y en avait. Voilà, c'est une enfance idyllique, de rêve. Alors comment est-ce qu'on passe de l'enfance à la carrière dans le vin ? Quels ont été tes premiers pas, justement, dans le monde du vin professionnel ? Moi, j'ai toujours voulu faire ça, mais ça a été un peu un choc de culture pour mes parents. Donc, ils ont essayé de me faire faire des études classiques pendant longtemps, jusqu'au bac. Et puis au bout d'un moment, ils ont craqué et j'ai pu partir dans l'étude œnologique et voilà, au lycée de Beaune classique. Et puis là, j'étais assez à l'aise. Je me suis même bien organisé pour écourter au maximum mes études et travailler le plus vite possible. Et voilà, j'ai commencé à bosser dans une cave à Chablis, tout bêtement, apprendre le métier. Et puis voilà, vinifier dans des structures, et puis bourlinguer, apprendre, rencontrer et faire l'expérience comme ça. T'as bourlingué où, justement ? Ouais, beaucoup en Bourgogne, c'était quand même pas un grand voyage. J'ai travaillé aussi un petit peu dans les Côtes-du-Rhône, voilà. Mais bon, ça s'est jamais vraiment arrêté, puisque quand j'ai arrêté mon domaine là dans le Mâconnais, je suis parti en Languedoc, voilà. Donc j'ai vu quand même sur l'axe est de la France, une grosse partie de la Champagne jusqu'à Perpignan. Il y a eu une rencontre déterminante dans ton parcours, tu as déjà cité le nom, mais c'est Valette, et plus précisément Philippe Valette. Dans quel cadre est-ce que tu es arrivé chez eux ? En fait, ça a été mon premier stage quand je suis arrivé au lycée de Beaune. Et j'ai commencé les vinifs, et puis j'ai eu la chance, c'est que pour eux, c'était les débuts aussi. Philippe n'était pas encore installé, et son père, Gérard, avait déjà l'ambition de faire des grands vins, ce qui était très nouveau dans le Mâconnais. Donc ça a été le début, comment on fait mûrir du raisin, l'importance des rendements. Pour ça, à l'époque, c'était essentiel. Maintenant, ça a changé. On fait plutôt l'inverse. Mais voilà. Et puis, qu'est-ce que l'ambition d'un grand vin ? On a goûté aussi différentes cuvées, donc ça m'a fait le palais. À l'époque, chez Valette, on parlait pas encore de vin nature ou de vin sans soufre. C'était vraiment les tout débuts. Les sélections des parcelles, voilà, préserver sa vendange jusqu'au pressoir, tout l'élevage en fût, toutes ces sensibilités-là, et goûter tout le temps. Donc, se fier à son palais pour construire les vins.
La connexion entre vous, elle s'est faite sur quoi? Qu'est-ce qui a collé? Ouais, le travail, le temps passé, et puis cette découverte de ce monde-là, puisque en fait, eux comme moi, on a construit les choses et c'était super intéressant parce qu'on découvrait, il y avait l'ambition, il y avait il y a eu peu d'échecs, mais il y en a eu. Donc aussi savoir remettre l'ouvrage, l'exigence dans le détail. Tout ça, quand on a 18 ans, c'est très formateur. Et puis, espèce de personnage, le père Valette, un peu froid, un peu austère, mais très exigeant et puis très pas dans la transmission mais vraiment à partager tous les doutes et toutes les expériences. Et puis après Philippe, on a un petit écart d'âge mais qui est pas énorme, donc forcément on a fait autre chose que du vin aussi. On a vécu un petit peu, donc et ça a créé un lien du début. Quand j'ai eu mes vignes, les premiers vins que j'ai faits, ma femme pourrait vous en parler, mais le premier qui les a goûtés, c'est Philippe, et je peux vous dire, je n'emmenais pas large dans la cour avant qu'il arrive. Voilà, et cet idiot est arrivé avec deux clients qui ont été mes 2 premiers clients cavistes, les crieurs de vin à Troyes et le verre volé à Paris. Et voilà, moi, c'est comme ça que ça a commencé. Et je le redis, à l'époque, j'avais qu'une ambition, c'était de faire bon. Je savais pas que les vins bio, les vins nature, pardon, existaient. Mais j'utilisais déjà pas de levure, pas de désherbant, voilà, mais ça allait pas au-delà. La progression et l'affinage du projet s'est fait après par la suite en rencontrant encore d'autres vignerons et voilà. Alors on va y venir, mais je voudrais juste te poser une question sur Valette. Aujourd'hui, les vins, c'est qu'ils ont quand même une signature, un vrai style. Qu'est-ce qui te plaît dans les vins de la maison Valette? Je trouve qu'ils sont uniques. En fait, on peut boire tous les vins produits dans la région. Jamais on retrouvera ce style-là. Et puis cette longueur en bouche, cette complexité, voilà. Et en même temps, ce côté digeste. C'est très dur sur un chardonnay. Le chardonnay, c'est de l'alcool et de l'acide, donc il faut vraiment des points d'équilibre assez exceptionnels. Faut des élevages très respectueux pour avoir ces définitions. Et voilà, et quand c'est réussi, c'est un grand moment. Et puis on s'en souvient. Surtout ce côté-là, on se souvient de ce qu'on a bu. Toi qui le connais bien, qu'est-ce qui fait qu'il arrive à faire ça? Où est-ce qu'il est Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans une forme de talent? Comment il y arrive? Mais parce qu'il s'arrête jamais. Il réfléchit toujours à faire mieux. Donc, voilà, il y a jamais de pause chez Valette. Alors après, on peut discuter ses choix. Parfois, c'est réussi. Parfois, on est un peu déçu. Mais on a toujours de l'émotion, déjà. On a toujours quelque chose à dire. Et puis ça, voilà, tous les ans, là, en ce moment, il est dans le mélange des millésimes. Bon. C'est son choix, on va voir où est-ce que ça l'emmène, et voilà, mais on a quelque chose à goûter de nouveau, et on va voir comment on s'y retrouve au niveau du style Valette, et voilà, c'est ça, jamais rien n'est figé, jamais, et parfois on rencontre une bouteille et on se dit waouh, c'est grandiose, et rien que pour ça, c'est suffisant. Tu l'as mentionné, ton projet personnel, il s'est affiné par la suite avec d'autres rencontres. Et j'imagine que quand tu évoques ces rencontres-là, c'est les noms que tu as déjà cités, Foillard, Lapierre et d'autres. Est-ce que tu peux nous parler de ces gens-là et de quelle était l'ambiance de l'époque, il y a une trentaine d'années, au début des vins nature? C'était exceptionnel parce que déjà, on n'était pas nombreux. Donc moi, j'étais la 2e lame. C'est-à-dire que Foillard, Lapierre avait commencé avec Valette, et puis nous, on était les petits jeunes qui arrivions avec Maxime Magnon, Laurent Cazotte. Il y avait une 2e lame, je pense Jean-François Nick, Bruno Duchesne, enfin voilà, toute cette équipe-là. Et c'était vachement intéressant parce qu'il y avait tellement peu de clients, on avait tous les mêmes. Et il y avait une espèce d'échange simple, voilà, nos vins étaient réussis, on en était très fiers. Quand ils étaient loupés,
On n'en était pas très heureux, mais c'était pas très grave. Et on recommençait l'année d'après pour essayer de faire mieux. Ça allait pas au-delà. Bon, après, économiquement parlant, c'était une période difficile parce que le vin nature, à l'époque, ça intéressait pas grand monde, voire personne. Donc voilà, les dives bouteilles étaient beaucoup moins chargées que maintenant en termes de fréquentation de vignerons, mais aussi de clients. Hein. On pouvait tenir dans une petite salle, ça allait, c'était suffisant. Donc voilà, mais c'était génial parce que en fait, on a vu que petit à petit, ça a pris, quoi. En fait, c'est ça qui a été génial. Si ça n'avait intéressé personne, je pense qu'on se serait essoufflé au bout d'un moment où certains auraient fait autre chose, ou j'en sais rien. Mais là, ce qui était plaisant, c'est de voir des Japonais venir dans notre cave et être complètement bousculés par ce qu'ils goûtent et en même temps apprécier. De voir petit à petit un sommelier d'une grande table réfléchir à comment il pourrait utiliser nos vins sur sa carte, et voilà. Et puis ce qui était génial, c'est que nos clients avaient notre âge et qu'on était beaucoup plus jeunes que maintenant, donc on s'est bien amusé. Comment est-ce que tu as progressé techniquement ? On a déjà pas mal discuté hors micro, et tu as l'air d'avoir quand même une connaissance technique et des compétences techniques assez pointues, notamment sur la partie viticulture. Comment est-ce que tu as progressé sur ces sujets-là ? Bah ça, c'est le temps qui te fait progresser, c'est tes déplacements, c'est de réfléchir. On parlait de Valette qui remet toujours, ça j'ai appris ça là-bas et je me l'applique, donc on se remet en cause tout le temps. Et puis on a toujours l'ambition de faire du vin, peu importe l'endroit, et de faire du vin qui ait quelque chose à raconter. Donc voilà, ça amène à plasticité. Après, moi je suis né dans les vignes aussi, hein, donc il y a des choses que je n'explique pas et que je ne sais pas expliquer, qui sont spontanées, et j'aimerais bien pouvoir l'expliquer, ça me rendrait un peu plus intelligent, mais je ne sais pas. Donc voilà, mais après, oui, c'est encore une fois les rencontres, les expériences. De toute façon, c'est un métier manuel, donc qui s'apprend sur le tas, en faisant, en reproduisant, en réfléchissant, en rencontrant des vignerons d'autres pays. Dans les vins nature, on a eu cette chance, c'est qu'on a très vite rencontré d'autres vignerons d'Italie, beaucoup, d'Espagne, avec des échanges assez forts. Les Géorgiens, quand ils sont arrivés, ont aussi apporté des choses très étonnantes. Maintenant, c'est l'Europe de l'Est qui est très... On voit des vins autrichiens exceptionnels, et voilà. Plus des vins d'hémisphère sud, et comment ils s'adaptent au climat pour faire des choses pas trop chargées, justement. Hein. J'ai goûté des vins australiens là dernièrement, qui voilà, donc on s'imprègne de ça, et quand on goûte une bouteille, il y a le verre qu'on apprécie et qu'on va boire, mais derrière on réfléchit un peu comment c'est fait cette affaire, et qu'est-ce qu'il a fait, et voilà, et quand on a la chance de rencontrer la personne, on lui pose des questions, et on essaye de les remettre à notre sauce, de les appliquer. C'est essentiel de goûter ailleurs et d'aller voir ailleurs pour progresser ? Tous les jours. Il n'y a pas de possibilité. C'est pas... On n'apprend pas ça dans les livres, et puis on ne pourrait plus l'apprendre dans les livres parce que le climat change, le palais des gens change. Quand j'ai commencé les vins nature, la plupart des gens à qui je faisais goûter faisaient la grimace. Alors que maintenant, si je faisais goûter le même vin, la moitié des gens seraient convaincus. Donc voilà, il faut s'adapter, et donc goûter, et puis toujours s'adapter. Parlons du domaine que tu as eu, si tu veux bien. Ça s'appelait comment ? C'était quoi le nom du domaine ? C'était sous mon nom. Hein. J'ai toujours fait des choses très très originales, moi, hein, très classiques. Une étiquette blanche, mon nom dessus, et voilà. Au moins c'est clair et direct. Ouais. Alors quand est-ce que tu as commencé ce domaine ? J'ai commencé Comment ça a démarré ? En 98. Donc 98, j'avais mon billet d'avion pour la Nouvelle-Zélande, je devais partir y travailler, et mon grand-père m'appelle en me disant il y a une place qui se libère, lui ses vignes étaient reprises, et le fermier qui était en place, suite à son mariage, a repris les vignes du côté de sa belle famille, et voilà, a laissé les vignes libres ici. Donc je suis revenu sans aucune réflexion, sans aucune préparation.
parce que c'était uniquement ce que je voulais faire, mais je pensais que ça suffisait. Et là, j'ai appris durement ce que c'était qu'une entreprise. J'ai découvert ça. Et là, pour le coup, je manquais cruellement de formation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça a duré combien de temps déjà cette aventure? Ça a duré plus de 10 ans, ouais, jusqu'en 2011. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que différentes choses. Déjà très dur à vendre, les vins nature à l'époque. Et puis après, quelques pépins climatiques. La grêle en 2004 à 100%. 2005, le gel. 2003 que j'avais oublié, parce que pour moi, c'était une année très riche. C'est la naissance de mon premier enfant, mais ça a été la première canicule, donc on n'a pratiquement pas fait de vin. Et puis pas des vins très joyeux. Donc voilà, ça aide pas. Et puis après, des erreurs de gestion. Quand on se met à vendre, on pense que tout va bien, et puis en fait c'est là où on s'enterre parce qu'on a le poids du stock, le poids de la trésorerie qui nous revient à la gueule et qui est très douloureux. Pas de connaissance du système bancaire, voilà, enfin pas de. Et puis je travaillais tout seul. Et ça, j'ai compris que c'était pas fait pour moi. J'en ai eu marre et c'est la raison pour laquelle... Il y a deux raisons vraiment qui m'ont fait arrêter. C'est le maintien de mon cadre familial, parce que c'est des métiers qui sont très prenants, donc qui grignotent sur la vie familiale, et il a fallu que je prenne une décision aussi au travers de ça. Et le fait que tout porter seul devenait trop lourd pour moi, et je voulais plus travailler seul. Et j'ai trouvé personne pour s'associer à mon projet à l'époque. Donc voilà, ça s'est arrêté. Mais derrière, ça m'a ouvert aussi à d'autres champs que là maintenant, à mon âge, je suis bien loin de regretter. T'as arrêté à contre-cœur ou pas? Bien sûr, on est toujours, on n'aime pas quand quelque chose qu'on porte avec autant d'énergie, et puis on a mis quand même nos tripes dans le développement des vins nature à l'époque. C'était un vrai engagement, même quand on faisait du vin qui était pas bon, on le défendait. Il y avait une entraide, il y avait quitté tout ça, c'était quand même très compliqué. L'ambiance des dives bouteilles, enfin voilà, des gens comme Sylvie Augereau qui étaient des gens qui fédéraient ces groupes avec qui tout le monde s'est développé à peu près en même temps. Ça fait une drôle de rupture, on se sent un peu seul quand on arrête, même si on garde des contacts, hein, c'est pas... mais on n'est plus dedans. On n'est plus dans le groupe. Ouais. Donc voilà, mais après... J'étais vraiment lassé du fait d'être seul, lassé du travail administratif que j'avais beaucoup de mal à faire pour moi. C'est paradoxal, hein, parce que là, j'en fais beaucoup maintenant que je suis dans une entreprise, mais je le vis beaucoup mieux. Donc pourquoi ça doit s'analyser, mais je ne sais pas. Mais ça m'a permis aussi de refaire, quand je suis arrivé salarié, je suis parti à Pézenas. Je suis arrivé dans un gros domaine, une centaine d'hectares, voilà, pas du tout en bio, des vins qui sont du vin, je ne veux pas en dire plus, mais voilà. Mais j'ai repris goût au travail parce que je n'avais que mon boulot à faire de gérer le domaine, gérer les vignes, le vignoble, la récolte, la vinification. Même si ce n'était pas du tout mon style de vin, j'ai repris position sur mon métier et ça m'a redynamisé. J'ai touché des cépages. Là, il y avait 18 cépages différents, donc je suis sorti un peu du chardonnay, gamay et pinot, qui ont occupé quand même quelques années de ma vie. Donc ça m'a redynamisé aussi en termes d'idées, de réflexion. J'ai rencontré d'autres gens, des techniciens pointus en vinif, des techniciens pointus à la vigne, dans une région que je connaissais pas, où il y avait de l'irrigation, où il y avait... tous des trucs qui étaient pour moi horribles à l'époque. Et donc, voilà, il y a une remise en cause claire. Je dis pas que tout ce que j'ai fait là-bas était très glorieux ou me correspondait, mais ça m'a relancé. Et j'ai repris de l'ambition là-bas. J'y suis resté 3 ans. Je suis revenu, mais j'ai fait un travail pour un gros groupe bourguignon où là, je m'occupais de vignes, mais je faisais essentiellement de la gestion de personnel. Ça m'a appris aussi autre chose.
mais je faisais plus du tout de vin. Mais je suis revenu parce que mes enfants trouvaient très dur la séparation, donc et ma femme aussi, j'espère. Il faudrait que je lui en parle, mais et et puis j'ai eu la chance de pouvoir, quand j'étais en Languedoc, j'ai rencontré Karel. Et Jeff m'a proposé un projet de reprise de domaine avec des amis à lui dans le Beaujolais. Et c'est comme ça que je suis revenu au domaine, à la Vinif, d'abord dans un domaine. Ce projet-là n'est pas allé au bout. Et après, on a eu l'idée de continuer l'aventure, mais sur une trame négoce. Donc, les choses, en fait, n'ont jamais été construites sur un plan de carrière. Elles se sont faites. Comme ça, par hasard ou par rencontre, et puis j'ai pris ce qui m'était proposé et qui me correspondait le mieux. On va détailler le négoce, comment ça fonctionne, comment tu travailles, et ainsi de suite. Et avant, j'ai juste une dernière question sur ton domaine. À l'époque, est-ce que tu réussissais à faire les vins que tu avais envie de boire ou qui te plaisaient ? Jamais. Mais ça, c'est le propre de tout vigneron. Sinon, on n'est pas un bon vigneron. Tu les regoutes, ces vins-là ? T'en as encore ? Ouais, j'ai beaucoup d'émotions à les Qu'est-ce que t'en regoûter. penses aujourd'hui ? Comment tu les juges ? C'est dur à dire pour moi. Je les juge au travers de mes copains qui connaissaient ces vins et le plaisir qu'ils ont à les reboire. Parce que ça leur rappelle des souvenirs. Donc, le vin, pour moi, c'est que ça. On n'est pas... J'ai beaucoup de mal avec le vin star où tout le monde se prosterne devant une bouteille et oublie de communiquer, de rigoler, de s'amuser. Moi, le vin, il est là pour participer à la fête. C'est un accessoire, c'est pas un centre. Et de voir que l'émotion qu'on génère dans une bouteille de vin, le souvenir, quand je refais goûter une bouteille de mes vins de l'époque à mes amis proches, à chaque fois j'ai un retour très plaisant, même si moi quand je les goûte parfois je dis là t'es allé un peu loin Coco à cette époque où le vin est un peu fatigué, mais on a quand même du résultat, donc je suis très fier de ce que j'ai fait malgré tout. Et puis ça a été, ça m'a appris beaucoup, ça a été très riche. Tu me demandais tout à l'heure comment j'ai progressé techniquement. Le fait de faire du vin sans filet, on gagne 10 ans de compétences et d'expérience parce que tous les jours, il y a une merde qui arrive et qu'il faut gérer. Donc c'est très, très enrichissant, très rapidement. Et puis ça reste les vins que j'affectionne, les vins nature. Même si là, j'ai des choses plus maîtrisées, moins sur l'émotion, moins personnelles, parce que je m'adresse à un autre public. Ça, c'est le métier de négociant, mais on en parlera. Mais pour moi, je défendrai toujours les vins nature, parce que j'ai jamais eu de telles émotions, de tels plaisirs et de tels souvenirs. Donc, on peut pas renier ça ou l'oublier. Dans le Languedoc, à part Jeff Carel, dont on va parler juste après, il y a des personnalités qui t'ont marqué ? Alors, pas quand j'y travaillais, mais on a parlé de Jean-François Nick tout à l'heure, de Bruno Duchesne et Édouard Laffitte. Puis j'en oublie, excusez-moi les gars, c'est pour ça que j'ai oublié. Mais c'est des gens qui m'ont marqué, vraiment, parce que c'était des vins du Sud dont j'avais jamais bu la même chose. Puis mon pote Max Magnon dans les Corbières, ce qu'il a construit, il est parti de zéro, de rien, dans un trou perdu. Lui qui aimait la fête, la vie en société, chapeau. Et puis le style de ses vins, le prix encore pratiqué, très raisonnable. Ouais, il fait des vins qui détonnent dans les Corbières et dans le bon sens du terme. Il arrive à faire des vins légers. Il fait des rosés qui vieillissent, des blancs éclatants et vifs et des rouges frais. C'est vrai que quand on va passer un peu de temps dans les Corbières, on a du mal à voir comment c'est possible. Comment c'est possible, voilà. Et non, mais oui, moi c'est ces gens-là qui ont été moteurs parce que à chaque fois c'est des surprises, c'est de l'émotion et voilà. Et puis en plus quand je reviens à Maxime, quand c'est un pote et qu'on connaît l'exigence de ce métier et de voir ce qu'il a réussi, bah oui, moi je trouve ça admirable. Donc entre-temps, t'es devenu négociant, vinificateur, éleveur. Ouais. Donc ça veut dire que vinificateur et éleveur, c'est des précisions qui disent que parfois t'achètes du raisin, parfois t'achètes du vin.
déjà fait, enfin déjà vinifié. Et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, c'était une petite boutade, mais parfois négociant en France, c'est un gros mot. Ça fait tout de suite gros acteurs qui achètent des hectolitres de vin pour en faire des choses techniques et les vendre en masse pas très cher. C'est pas du tout ce que toi tu fais. Et qui saignent le vigneron en plus en les achetant. Voilà, exactement. Donc, elle tire les prix vers le bas. C'est ce qui va de pair avec la grande distribution. Toi, c'est pas comme ça que tu as construit ton affaire. Qu'est-ce que tu défends justement à travers ce négoce? Comment est-ce que tu envisages les choses? Moi, je veux déjà rappeler à tout le monde que derrière chaque bouteille de vin, il y a un vigneron. Et moi, je suis négociant, mais je travaille avec des vignerons. Ou un viticulteur. Oui. Tu travailles parfois avec des gens qui ne font pas du tout de vin, qui font que du raisin, donc qui sont uniquement, entre guillemets, viticulteurs. Ouais. Mais ça devient plus rare. La plupart des gens font quand même leur petite cuvée parce qu'ils ont la clientèle de papa pour voilà, ou d'autres ont rencontré des gens et vendent un petit peu de bouteilles, mais ont besoin d'un complément. Moi, quand j'arrive dans un domaine, en fait, je suis pas là pour le vigneron va pas faire des miracles économiques avec moi. Moi, je vais lui assurer une trésorerie constante qui va lui permettre soit d'investir, soit d'embaucher quelqu'un. Et voilà, je vais lui assurer en gros sa caisse. Et lui, après, vendra ses bouteilles, vendra à d'autres négociants ou, voilà, ou caisses, je ne sais pas, mais pour gagner sa vie. Parce que vous vous mettez d'accord sur un prix de vente sur plusieurs années. Et sur plusieurs années. Un prix qu'on veut fixe, parce que nous, derrière, on vend des bouteilles, donc on a aussi besoin de construire, et on ne la vend pas ni à la grande surface, ni à des gros marchés. On est sur des marchés complètement tradis, CHR, hôtel, café, hôtel, restaurant, caviste, et ça, en France et en export. Donc on a besoin de temps, de construction, et voilà, moi je prends beaucoup de temps à construire mes cuvées, comme je le faisais quand j'avais mes vins. Je travaille avec le vigneron et on regarde ce qu'on peut faire, répéter, et qui soit intéressant économiquement pour lui, qui lui apporte techniquement, et que nous, on puisse le vendre. Parce que nous, en revanche, on n'a pas de possibilité d'échec. Chaque litre de vin produit doit trouver preneur. Très très important ça comme notion, parce que nous, on a une notion économique très forte, puisqu'on est au milieu de la chaîne. On paye le travail du vigneron, on fait l'élevage, on vinifie, on fait l'élevage, on fait les mises en bouteille, et puis après on avance l'argent à nos clients, puisque quand on émet une facture, on est rarement payé content, donc voilà, donc on se doit d'avoir une économie très très solide, et pour ça il faut qu'on valorise tout ce qu'on achète, il faut qu'on soit en mesure de le valoriser. C'est pour ça que tu as besoin d'un partenaire financier. C'est ce que tu nous expliquais un petit peu hors antenne. Mais ton association avec Jeff Carrel, elle part de là. Ah, elle part clairement d'ici. C'est-à-dire que moi, vous l'avez compris, j'ai des compétences. Je suis plus à l'aise avec mes grosses chaussures au milieu des vignes que à discuter dans un bureau avec un banquier ou avec un comptable. Je le comprends, je le conçois, mais je suis pas très fin là dans cette analyse-là. J'aimerais, je serais un génie et ça m'irait bien, mais et le deal avec Jeff justement était à ce niveau-là, c'est-à-dire ok, tu fais tes vins, tu les vends, tu trouves les marchés, tu trouves les producteurs. Et moi, je m'occupe du reste. Il faut qu'il y ait une logique de rentabilité pour lui, ça c'est clair. Il y a pas c'est pas un monde complètement éthéré et magnifique. Il y a une donnée économique très très forte. Mais moi, elle me permet de faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai l'impression que les vignerons avec qui on travaille sont pas trop malheureux de nous avoir trouvés. T'aurais pas pu faire sans lui? J'aurais peut-être pu faire sans lui, mais je ne sais pas comment. C'est-à-dire que lui, surtout ce qu'il a apporté, enfin surtout, de ses grosses contributions, c'est de l'argent. Pas que, parce que le métier de négociant est vraiment un métier à part. Quand on achète, on a déjà fait une analyse un peu du marché et on sait à peu près ce qu'on va être en mesure de vendre. Ça, quand moi j'étais vigneron, on le savait pas. Nous, on avait des vignes, on produisait et puis, et puis après on partait à l'aventure. Il y a toute une analyse en amont. Il y a aussi une réflexion technique par rapport au coût.
On achète à temps parce que derrière, on sait qu'on peut vendre à temps. C'est pas un hasard. Il y a une notion de marché qui est très importante et ça, pareil, un vigneron, quand j'étais vigneron, je le maîtrisais pas. Donc, j'ai eu aussi tout un enseignement du métier de négociant par Carrel. Oui, il m'a apporté une capacité financière et de développement, mais pas que. Il y a aussi un vrai travail d'appréhension du métier de négociant qui est vraiment un métier à part. Alors justement, parlons de ce métier, parce que tu dis que tu es à l'aise avec tes gros souliers au milieu des vignes. Pourtant, le négociant, c'est pas là qui passe le plus clair de son temps normalement dans les vignes. Comment est-ce que toi, tu envisages ton rôle? Qu'est-ce que c'est ton métier exactement aujourd'hui? Bah moi déjà, je suis nul pour faire du vin si j'ai pas mis les pieds à la vigne. Je sais pas faire. Je sais pas non plus pourquoi ou l'expliquer ou voilà. Mais j'ai besoin de m'imprégner du terroir pour construire quelque chose. Donc ça, c'est une obligation de chez moi. Donc j'aime visiter, j'aime le contact avec les vignerons. Et je le conçois pas autrement en fait. C'est aussi simple. Donc nous, on fait des recherches et puis vu qu'on veut s'inscrire dans le long terme, c'est-à-dire quand on lance une cuvée chez un vigneron, on veut pas qu'elle s'arrête 2 ans après ou 3 ans après. On veut s'inscrire dans la durée pour faire progresser nos vins. Et voilà, donc ça, on a besoin de cet ancrage-là viticole très très fort. Donc moi, tout commence par une visite des vignes. À quel point tu interviens dans le travail de la vigne avec les domaines avec lesquels tu collabores? Alors là, ça peut être vaste, hein. Ça, c'est vraiment à la demande. Mais j'ai fait beaucoup de conversions bio, en fait, dans les domaines, ce qui m'a permis d'avoir mes premiers contacts. C'est-à-dire que moi, on m'appelle en tant que technicien pour trouver des solutions pour convertir les vignes vers la culture bio ou biodynamie. Ça veut dire intégrer du matériel. Ça veut dire changer les pratiques des salariés en place. Ça veut dire peut-être trouver d'autres salariés. Tu fais du conseil et t'aides à la conversion, quoi. Donc on a une trame de conseil comme ça qui est forte chez nous et qui nous permet de rentrer dans les domaines. Après, il y a aussi une expertise financière. Parfois, on est mis en contact sur des domaines par des banques avec lesquelles on travaille, qui nous dit, ben là, on a ce vigneron-là qui serait peut-être content de vous voir arriver. Et voilà, et donc là, on a une expertise, donc ça correspond plus à la branche, on va dire, Carrel, qui est capable d'avoir une expertise financière et de trouver des solutions pour aider le vigneron. Et après, dans ces solutions trouvées, il y a souvent une cuvée qu'on construit chez lui, qu'on lui achète à prix fixe, et voilà, et qui lui donne cette assise-là. Et voilà, donc ça, c'est l'autre point. Et puis après, c'est variable. Un vigneron qui m'appelle affolé parce qu'il n'a pas d'équipe de vendangeurs. Moi, par mon passé dans les gros domaines, j'ai des connexions et dont je peux lui faire profiter. Et voilà, il n'y a vraiment pas de règles et vraiment différentes portes d'entrée. Mais voilà. Mais l'objectif et ce qu'on rappelle et ce qui est parfois dur à entendre pour les vignerons et à comprendre, c'est qu'on veut s'inscrire dans la durée. On a beaucoup de mal, et bon, on n'a pas eu que des réussites, hein, donc on l'a déjà éprouvé. On est très déçus quand les choses s'arrêtent. Oui, j'allais dire, il y a dû avoir certains accros, parce que c'est pas facile, j'imagine, d'arriver dans un domaine et d'essayer de changer les pratiques. Peut-être que le vigneron, il peut se sentir remis en cause. Il y a eu des moments compliqués comme ça? Tout le temps. On a toujours traversé une phase comme ça, mais ce qui est logique, parce qu'on remet en cause le travail du vigneron. Donc c'est normal et c'est pas toujours bien perçu et à juste titre, parce qu'on le fait à dessein en fait. On sait très bien. Alors on n'est pas là pour lui dire tout ce que t'as fait c'est de la merde. Hein, c'est pas l'objectif, mais on met le doigt sur par exemple toi tu as trop de surface par rapport à ton cuvage. Et le nombre de salariés ou pas, où tu bosses tout seul, tu peux pas suivre, donc tu peux pas réussir à t'en sortir, à faire des bons vins, et donc à les vendre derrière, parce qu'il n'y a plus de place maintenant pour les vins non réussis. La consommation baisse, donc on sait très bien que l'ambition du vin va redevenir essentielle. Elle l'a toujours été, mais le vin de masse va commencer d'être compliqué.
Donc oui, on intervient là-dessus. Ça se passe parfois durement au début, puis après il y a les exemples économiques ou de ce qui se passe autour chez les voisins et qui amènent nos amis vignerons à se dire en fait que ça vaut peut-être le coup. Mais voilà, mais ça, bon, ça fait beaucoup de choses à accepter et c'est pas facile. Alors on vient de changer de lieu rapidement puisqu'il y a des travaux dans la rue devant la maison et il y avait la disqueuse ou la perceuse qui s'est mise en route, donc on est descendu à la cave. Ça résonne peut-être un petit peu, mais ça ne nous empêche pas de continuer à discuter. Donc on l'a dit, là on est entre Beaujolais et Bourgogne. Et toi, c'est vraiment deux régions que tu affectionnes particulièrement et que tu as aujourd'hui dans ta gamme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des terroirs emblématiques que tu as dans ta gamme, s'il te plaît ? Bah là, on va les visiter tout à l'heure. On va aller sur Fleury, qui est pour moi un des crus que j'affectionne sur le Beaujolais. Et puis, on va faire le petit tour. On va passer par Juliena. Et là, je pense qu'on croisera Alexandre, qui est l'un des vignerons avec qui on travaille. Et on finira par les Saint-Véran, qui est l'autre cru emblématique pour moi. Et j'espère bientôt pour beaucoup, parce que ça va être ce que je vais vraiment chercher à développer. Et voilà, donc ouais, j'ai d'autres crus dans le Beaujolais pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, comme Chirouble, mais les conditions de travail sont vraiment très compliquées sur ces vignobles très pentus. Voilà, déjà à Fleury, vous le verrez, c'est mon seul vigneron qui n'est pas en bio. Voilà, je défends ça parce que vous verrez la topographie du lieu. On comprend vite pourquoi, et je voudrais que ces vignes-là restent en place et soient pas arrachées à terme, parce que c'est des terroirs. Mais voilà, faut qu'on trouve des solutions. Qu'est-ce qui te plaît à Chirouble en particulier ? L'altitude et la pente, ça fait des vins plus frais qui mûrissent lentement. Voilà, et puis j'aime bien le grain Chirouble parce que c'est des notes aromatiques qu'on n'a pas ailleurs. Et ça fait toujours des vins légers mais qui vieillissent bien. Comment est-ce que tu envisages les choses là dans les années à venir ? Est-ce que tu veux faire plus de cuvées ? Est-ce que tu veux approfondir les relations que tu as déjà avec certains, fournisseurs, mais c'est plutôt collaborateurs, enfin les domaines avec lesquels tu collabores. Comment tu envisages le développement du négoce là ? Alors le développement, il va se faire par le biais des rencontres. Ce qui est sûr, c'est que là, je vais pas les construire. J'en ai plus besoin. Là, je dirais mes fournisseurs stables, je les ai trouvés. Maintenant, il faut que je trouve les clients. C'est ça qui va me permettre de vraiment m'ancrer sur le long terme chez eux. Et puis après, ce sera de l'opportunité, comme maintenant. Je suis très alerte. J'aimerais faire un pinot noir en côte chalonnaise parce que j'adore ce coin sur Givry et voilà. Mais si je rencontre personne qui a besoin de moi ou voilà, et tant pis, je ferai pas. Voilà, mais il n'y a pas de réel enjeu. Là, on est très content parce qu'on a un partenaire dans lequel, avec qui on va travailler sur le vignoble, voilà, qui va nous permettre d'asseoir l'offre en vin du Mâconnais. Donc, on continue en Saint-Véran, mais on va faire un peu de Bourgogne blanc et de Pouilly-Fuissé chez lui. Et surtout, il a une structure qui va nous permettre de vinifier l'ensemble de nos vins sur place. Donc, ce qui fait que on aura une corde de plus et une stabilité de travail. Donc l'enjeu était vraiment là ces dernières années. Maintenant, développer, ça va être le commerce qui va décider de si on rouvre une nouvelle cuvée ou pas. En revanche, il y aura des nouvelles cuvées sur les sélections parcellaires dans le Beaujolais. Et entre autres à Juliena, on est en train de faire un travail sur les capitans qui, j'espère, trouvera écho chez la clientèle, parce qu'on a une grosse ambition et on veut
On a parlé des Beaujolais légers, mais on a aussi une ambition vers des Beaujolais plus structurés avec de l'élevage. Et on va voir comment c'est reçu auprès de la clientèle. Oui, toi, tu as un gros prisme, ou en tout cas, tu as une grosse conviction sur l'élevage. On en a parlé plusieurs fois déjà là, ce matin, ce qui est pas forcément quelque chose dont on entend souvent parler dans le Beaujolais, ou en tout cas, l'élevage, il est toujours un petit peu en retrait. Et toi, tu penses qu'il y a des terroirs ou des vins qui méritent quelque chose d'un peu plus important, ou ambitieux, on va dire. Et je crois plus au Beaujolais. En fait, on défend toujours une seule chose dans le Beaujolais, c'est ce rouge léger, facile à boire, frais. Voilà. Ça, très bien. Il y a le gamay s'y prête. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Mais il y a autre chose, parce que dans le Beaujolais, il y a des terroirs. On parlait de Fleury. Il y a au moins 5 sites différents à Fleury qui mériteraient d'être sélectionnés. On va aller tout à l'heure dans un site qui s'appelle Niagara, mais on pourrait parler de Gris-Midi. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais voilà. Et on ne fait pas les mêmes vins partout. Et donc, moi, j'essaye de m'appuyer là-dessus pour faire ressortir justement l'essence d'un terroir. Et pour ça, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps d'élevage en cave pour stabiliser, affiner les arômes. En plus, je travaille sans soufre pour toutes mes vinifs, donc j'ai besoin de temps pour amener la stabilité du vin. On ne peut pas le faire de manière rapide et instantanée. Voilà, c'est deux phénomènes qui compliquent un peu la tâche, mais quand on a de l'ambition, on a besoin de temps. C'est vrai que pendant la première partie de l'interview, on l'a pas dit, mais on avait quand même un petit peu de Fleury dans le verre, qui était à la fois léger et avec de la profondeur. Et tu me disais que c'était un vin donc, avec un élevage bois, dont 50% de bois neuf, et c'était quand même assez bluffant de savoir qu'il y avait 50% de bois neuf, parce on sentait l'élevage, mais c'était vraiment un support du vin, un support du fruit, ça structurait le vin, c'était vraiment intéressant. Il faut faire attention avec le fût, parce que on entend... Alors, il ne faut pas cacher, il y a des fûts qui sont là pour aromatiser le vin. Ça existe, il y a des goûts, on connaissait Parker il y a 20 ans, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, s'il a autant d'aura qu'avant, mais voilà, qui lui avait déterminé un profil aromatique qui lui plaisait, qui a plu d'ailleurs à beaucoup de monde. Nous, on a commencé les vins nature un peu en réaction d'ailleurs de ce phénomène-là, mais voilà. Mais il y a aussi tout un travail de bois différents, souvent qu'on retrouve en Italie, parce qu'en Italie, ils utilisent des tonneaux de plus grosse volumétrie, foudre, voilà, qui peuvent faire 1000 litres jusqu'à 2500 litres et parfois plus. Et parfois, ils intègrent aussi un peu de bois d'arbres fruitiers. Il n'y a pas forcément que du chêne dedans, et ça donne des profils aromatiques très différents. Mais ça aromatise quand même un petit peu. Et puis, il y a tout ce qui est bois qu'on fait sécher de manière très lente, avec très peu de chauffe, et ces bois-là sont vraiment les supports de fruits, c'est-à-dire que la trame tannique qu'ils apportent va nous porter le fruit vers l'explosion, en fait. Donc, moi, c'est un petit peu ce que je recherche, c'est un petit peu ce que je défends. Sur les blancs, je fais la même chose, mais parfois sur les blancs, la première année de mise en bouteille, on ressent quand même, on parle de notes d'élevage, mais en fait, c'est des notes boisées qu'on ressent. Et voilà, il faut un petit peu de temps pour qu'elles soient digérées, mais c'est le même procédé. Et ça marche, c'est vrai, ça marche très très bien. Par exemple, sur Fleury, sur des fleuris qui mettent du temps à mûrir, on a vraiment là un support de fruits qui est très explosif et très intéressant. Concernant le commerce que tu as commencé à évoquer, le contexte est particulièrement difficile en ce moment pour tout le monde. Et il y a beaucoup de discussions dans la presse, dans les domaines, dans des colloques, tables rondes sur des questions de marketing alors certes, il y a la déconsommation, mais il y a aussi le fait que certains expliquent que en fait, on fait du vin sans se poser la question de qui est le consommateur final et qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il a envie de boire et ainsi de suite. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, les vins que tu fais, ils sont adaptés au goût des consommateurs? Est-ce que c'est ce dont les gens ont envie? Alors oui, je pense qu'on a des vins adaptés au goût du consommateur. D'ailleurs, c'est notre rôle de les produire. Là, c'est ça le vrai clivage entre un vigneron
et un négociant. Nous, on est là pour coller au marché. On a les moyens de les faire. Tout à l'heure, je disais que je faisais des vins un peu plus consensuels. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à une clientèle plus large. Un vigneron, lui, il a ses vignes. Et il doit faire le vin avec ses vignes, avec son style, avec son terroir. Il ne peut pas ni déroger à ça, ni... Donc en face, il a une clientèle personnelle qui lui correspond, qui va se faire avec le temps. Voilà. Moi, je suis qu'une passerelle. Je suis une passerelle entre des gens qui vont pas s'intéresser au vin, qui vont découvrir le vin avec mes cuvées et qui, à force d'en goûter, vont aller goûter chez les autres vignerons. Uniquement ça. Le négociant, il se doit d'être là et moi, c'est comme ça que je vois mon métier. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu as le meilleur des deux mondes parce que tu passes beaucoup de temps dans la vigne et sans avoir les contraintes d'avoir son propre domaine? Ah, c'est clair que quand j'ai arrêté mon aventure de domaine, j'étais fatigué. Donc, j'étais fatigué, mais en même temps, j'étais inquiet parce que j'aime vraiment ça et voilà, j'avais peur de ne pas retrouver ça. Là, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir parce que déjà, on apporte beaucoup de solutions aux vignerons avec lesquels on travaille parce qu'on a ce détachement-là. Les pauvres, ils sont la tête dans le guidon tout le temps. Ils n'ont pas la possibilité de prendre un mètre de recul, souffler un grand coup et réfléchir. Voilà, moi, eh ben, j'ai ce plaisir-là. Et voilà. Et quand ça marche avec les vignerons, ça amène vraiment un échange impactant dans leur vie, immédiat. Et ça, pour moi, c'est très important et très gratifiant. Au-delà de la réussite commerciale, c'est vraiment un axe qui me plaît beaucoup et donc j'apprécie vraiment ma position actuelle. Bon, tu nous as promis un focus sur Fleury et Saint-Véran. Je te propose qu'on y aille, on prend la voiture et on va dans les vignes. Parti. Allez, c'est parti. Alors justement Arnaud, là c'est notre premier arrêt après la séquence chez toi. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve et pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici? Alors là, on est à Fleury, en haut du col des Labourons. Donc on arrive sur un lieu-dit qui s'appelle Niagara. Donc Niagara, vous vous doutez bien, c'est une grosse chute de pente. Et là, on a des vignes tout autour, mais on n'a pas beaucoup de vignes en bio. Donc voilà, je voulais te montrer ça pour vraiment expliquer la difficulté du vigneron qui est parfois pas sur un choix très facile à faire entre ses idées culturelles, le poids économique de sa société et la capacité à faire et à rendre pérenne son activité dans ce genre d'endroit. Mais l'intérêt terroir, en revanche, est là. Donc comment on fait? Voilà. Alors justement, comment on fait? Comment est-ce que ça peut fonctionner ici en bio d'après toi? Faut restructurer. Malheureusement, moi j'étais un défenseur des hautes densités, du gobelet bas et voilà pendant des années. Et là, on se rend compte de la limite, entre autres sur des terroirs-là. Ces terroirs-là pourraient être restructurés, mécanisés en vignes plus larges, à 5000, peut-être 6000 pieds même. Et là, on a des techniques. Maintenant, on perdrait un peu de surface, mais en revanche, on pourrait les élever en bio. Travailler à minima les sols pour pas trop les concurrencer, et puis surtout pouvoir les traiter correctement. Là, on n'est pas sur des zones très sensibles aux maladies, donc voilà, c'est l'avantage des coteaux. Et on pourrait avoir un vin absolument incroyable, quoi. Là, on est sur une zone d'altitude, ça mûrit lentement. On a du vent tout le temps, donc on le sent là. Hein, donc voilà. Mais si on ne fait pas ça, la moitié de ce vignoble-là va disparaître pour être planté en bas dans la plaine. Et on sait ce que ça veut dire en termes de qualité, de définition de terroir. Et voilà. Donc je t'ai amené ici pour que vous appréhendiez bien ce choix-là qui est devant nous, quoi. Aujourd'hui, le Beaujolais, il a plutôt le vent en poupe. En tout cas, c'est une région qui va relativement bien si on compare à d'autres régions françaises. Est-ce que les vignerons qui sont ici, ils auraient les moyens aujourd'hui? Est-ce que les valorisations, elles suivent pour pouvoir restructurer le vignoble comme tu le préconises?
Ben moi, j'entends ça tout le temps, que le Beaujolais va bien. En fait, pour moi, c'est un mirage, parce que c'est pas la réalité. Le Beaujolais va bien chez des grosses références. On parle de Jean Foyard, là on est à côté de vignes d'Yvon Métras. Oui, c'est des gens, des référents en plus dans le bio, dans le nature, qui valorisent très bien leur récolte, mais il y en a très très peu, et surtout pas assez. Et tout le reste, le vin, ceux qui vendent au négoce, en vrac, au gros marché, c'est des vins très peu chers. Il y a une perte de volumétrie, de consommation. Et voilà, on entend toujours le Beaujolais, c'est un rouge léger, c'est frais, c'est plaisant. Mais en fait, si chaque auditeur fait le compte dans sa cave, il va se rendre compte qu'il en achète très peu, en fait. Et on pâtit de ça, et puis en plus, on pâtit d'un changement climatique où c'est de plus en plus dur de faire des rouges légers, sans tanin, voilà. Donc il faut aussi qu'on réfléchisse à une autre définition du Beaujolais. On peut faire des vins structurés qui gardent du fruit, qui n'auront pas beaucoup de tanins, de la couleur, mais un peu plus de structure, un peu plus de chaleur, qui peuvent supporter des élevages. On manque un petit peu de moteur vers des cuvées très très haut de gamme, très construites, et voilà. Et c'est ce qui fait que pour moi, le Beaujolais là est toujours en crise, et c'est toujours très dur à vendre. C'est quoi le style de Fleury, justement? On en parlait un petit peu dans la voiture en venant. Saint-Amour, ça fait pas les mêmes vins que Fleury, qui fait pas les mêmes vins que Moulin à Vent. Si on faisait un beau Fleury aujourd'hui, là, comme tu en parles, ça serait quoi comme type de vin? Là, c'est compliqué parce que Fleury, là, on est tout en haut, donc on voit bien. Fleury, c'est la moitié de plaine, plutôt productive, et quelques coteaux très escarpés, très faible rendement, très concentrés. Donc, suivant la zone où on fait, on n'est pas du tout sur les mêmes profils. Là où on est, franchement, on a des beaux niveaux d'acidité, malgré des maturités qui peuvent monter assez hautes. Donc, on peut faire des vins sur des élevages assez longs. Une macération qui peut être égrappée ou vendange entière, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Ça, c'est vraiment le choix du vigneron, suivant sa capacité aussi de cuverie et son feeling. Mais là, on peut faire un vin quand même qui a du fruit, une bonne couleur assez sombre, et surtout un goût toujours frais, de la longueur en bouche, et pas trop de lourdeur. Voilà à peu près moi comment je caractérise le Fleury. C'est l'altitude qui fait qu'ici on arrive à avoir une maturation lente et qu'on garde de la fraîcheur? Ouais, c'est ça, hein. Là, on est vraiment à la limite, hein. Si on regarde derrière nous, après, il n'y a plus que les bois. On est vraiment au dernier lieu où, dans notre région, on peut planter de la vigne. On n'est pas très haut, hein, en altitude, hein. Là, on doit être à 450, 460 mètres. Mais au-delà, chez nous, la vigne ne pousse plus. Et c'est vrai que là, on a de l'air depuis qu'on est arrivé. Les nuits sont fraîches, même quand il fait très chaud. Donc on arrive à mûrir en journée, mais la vigne se ressource, fait sa transpiration le soir et la nuit, donc se régénère, et donc ce qui amène des maturités plutôt lentes. On a des vraies maturités, pas des maturités de concentration ici. Toi, tu travailles avec un vigneron dans ce coin-là? Oui, moi je travaille avec Sylvain Patureau, donc, qui reprend tout à fait ce que j'expliquais tout à l'heure, parce que c'est mon seul vigneron sur ma carte qui n'est pas en bio et qui n'a pas encore engagé de procédure de conversion. Il a une dizaine d'hectares de vignobles uniquement dans la configuration d'ici, c'est-à-dire des coteaux. En fait, il doit tout faire à la main. Il a un seul salarié. Il vend un tout petit peu de bouteilles, donc voilà, il n'arrive pas à valoriser suffisamment son vin pour tout labourer, voilà. On essaye de l'accompagner. Nous, l'objectif dans notre engagement avec ce vigneron, c'est de pouvoir l'accompagner, lui acheter son vin tous les ans au même prix, qui puisse générer un petit peu de finances pour pouvoir justement à terme être en capacité à restructurer son vignoble. Quand il pourra partir dans cette logique-là, on va commencer de l'embêter pour la conversion en bio. Et je ne suis pas inquiet, il ira volontiers parce qu'il y est assez sensible. Mais là, lui, ça le rend
Ça le rend pas à l'aise parce qu'il n'est pas tout à fait en accord avec ces techniques de production, mais il n'a pas d'autre choix. Donc c'est un projet long terme que tu mènes avec lui, parce que si on reprend ce qu'on s'est dit tout à l'heure, le fait qu'il soit pas en bio notamment, ça colle pas exactement avec ta philosophie de base. Ah non, ça c'est clair, hein. C'est pas du tout l'idée. Mais là, quand on est là, moi je peux pas m'empêcher de dire on a un rôle à jouer pour essayer de préserver ce vignoble. Donc j'accepte. Mes clients d'ailleurs l'acceptent aussi, hein, parce que la plupart sont venus. Je leur explique et donc ils matérialisent l'endroit et les lieux et le pourquoi. Mais malgré tout, il faudra qu'on trouve les moyens pour évoluer. Donc on se donne 5 ans, 6 ans encore pour réussir à trouver les solutions pour faire évoluer. Mais ça passera par une meilleure valorisation des vins encore pour lui donner ce choix-là. C'est quoi les coûts de production dans un coin comme ça là? Ça coûte combien de faire une bouteille de vin? C'est compliqué à dire, mais si je ramène ça sur un prix bouteille, c'est très compliqué pour un prix de vente au particulier inférieur à 16 euros. C'est quasiment impossible, et à 16 euros, il reste pas grand-chose quand même, hein. Donc le prix pour ces fleuris de coteaux pour être à l'aise commencerait à partir de 20 euros. Voilà, pour toutes les raisons dont on vient de parler, hein. Tout ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Et puis on a des rendements justement un petit peu variables, parce que la vigne a du mal à se régénérer quand elle n'est pas travaillée, donc elle subit les effets de la chaleur et on perd un peu de récolte les années vraiment très très chaudes, et voilà. Alors même si là on est en altitude, on est un petit peu moins impacté, mais le bas de ce coteau-là l'est par exemple beaucoup. Donc oui, pour moi, voilà, en dessous de 20 euros, on ne permet pas aux vignerons de pouvoir se développer et justement de faire ces transitions-là de manière sereine. Le minimum, c'est 16 euros TTC pour le client final, prix caviste ou départ domaine. Et toi, tu dis qu'à 20 euros, on commence à être dans une économie raisonnable, on va dire. Concrètement, tu payes combien, toi, le raisin que tu achètes à Sylvain Patureau? Alors moi, je lui achète 4,50 € du litre. Le vin, je fais, en gros, on lui fait un contrat fixe avec un volume prédéterminé avant la récolte. On lui assure en gros un chiffre d'affaires, ce qui n'est pas suffisant pour lui, hein, parce que je lui achète, vu qu'il n'est pas en bio, j'achète très très peu de volume chez lui. Mais même à 4,50 €, moi ça m'oblige à les vendre à 15-16 €, le prix dont on indiquait. Mais c'est très juste, et c'est très juste pour tout le monde. En termes de marge et voilà, c'est pas suffisant pour Sylvain, et pour moi c'est ça m'oblige à expliquer aux gens beaucoup pourquoi c'est pas bio, pourquoi voilà, je peux pas non plus monter les prix parce qu'il n'y a pas l'engagement culturel derrière, donc c'est compliqué. On est vraiment à la limite là de ce que nous on peut réaliser et de ce qui est intéressant pour le vigneron. Si on montait les prix à ne serait-ce que de 50 centimes d'euros, ça changerait pas trop le prix de sortie à 1 € près, mettons, et tout le monde serait un petit peu plus à l'aise. Pour les années où on a le rendement correct, hein. On est toujours l'épée et la finalité, elle vient quand même du rendement, hein. Donc voilà. Mais ce coteau-là devrait s'acheter à peu près à 5,50 € du litre, 6 €. Pour vraiment là attaquer le travail dont on a parlé tout à l'heure. Mais là, ça veut dire oui, au moins 20 € la bouteille. Donc là, si je comprends bien, ce travail de restructuration que tu mentionnes à 4,50 €, c'est difficile de le lancer. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire pour l'instant, il n'y a pas une appétence suffisante sur les vins du Beaujolais pour avoir vraiment un développement commercial simple, visible, linéaire.
On vend beaucoup à l'export. On a parlé des références tout à l'heure. Bon, ben voilà, ces références-là se vendent beaucoup à l'export, mais il y a très peu de place pour les autres. Donc, on fait ce travail-là, ça nous coûte. Nous, c'est pour ça qu'on ne peut pas acheter beaucoup plus cher, parce qu'on investit dans le développement commercial et ce qu'on fait aujourd'hui, d'expliquer aux gens quel est le travail, pourquoi ce lieu, pourquoi ce vigneron, pourquoi tout ça. Donc ça met beaucoup de temps avant d'avoir un vrai impact, on va dire, de développement commercial. Voilà. Et après, on va attaquer, si on a une réussite, sur l'étape d'après, c'est-à-dire la valorisation. Est-ce que tu penses là que dans les années qui viennent, tu vas réunir les conditions qu'il faut et éventuellement quelles sont ces conditions là pour réussir à monter le prix et à engager le travail de restructuration? J'aimerais. Non, mais en fait, on n'a aucune visibilité en ce moment, sur rien. La baisse de la consommation est quand même forte, on commence de la voir arriver très fortement. La concurrence du prix, on revient dans un marché tendu, donc qui nous demande de faire des prix bas, donc qui ne sont pas en adéquation avec ces terroirs-là. On se bat, on y croit, mais avoir une perspective claire et définie, impossible. Allez, merci pour ce passage par Fleury. En plus des explications intéressantes, on est quand même dans un lieu magnifique avec la vue sur toute la vallée. Et je te propose qu'on aille à notre prochain point de rendez-vous. Allez, c'est parti. On change de décor. Alors on a toujours les belles collines du coin, mais il y a un petit peu plus de calcaire qu'à Fleury. Ici, est-ce que tu peux nous dire où on est, s'il te plaît, Arnaud? Alors là, on est à l'Aisne, et donc on rentre dans le cru Saint-Véran. Donc on est passé de paysage où on n'avait que des gamay à un paysage où on n'a que du chardonnay. On arrive là, si on se retourne, on est face aux roches de Solutré, voilà, les grosses falaises calcaires, et voilà, donc en 4 km, on a changé complètement de paysage. Voilà, on arrive dans les vignes palissées, des ports hauts, et voilà. Bon, on est dans une vigne là qui a un petit peu souffert parce qu'elle a pris un orage de grêle il y a une dizaine de jours. Mais voilà, ce qui est rassurant, c'est qu'il reste des raisins, et surtout la vigne s'est remise en route. Là, on voit des jeunes pousses là qui sont en train de redémarrer. Donc voilà, la fleur a pu se finir. Bon, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais on a perdu une bonne moitié de récolte là, voire un peu plus. On verra à la fin. Pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. Qu'est-ce que t'aimes dans cette parcelle ici là? Cette parcelle, elle a une spécificité qui est rare sur le cru Saint-Véran, c'est que là, on est sur un sous-sol, vraiment sur une base de grès. Et ça nous confère chaque fois des profils. Alors, on ne fera pas des Saint-Véran très très gras, très très épais ici, mais en revanche, on aura des notes vraiment d'agrumes et entre autres citronnées. Assez clair, assez défini. Voilà, donc l'idée ici, c'est de profiter de ce marqueur aromatique-là qui sort pratiquement tous les ans, et puis d'essayer de le rendre digeste, intéressant. Et voilà, donc ça fait... là, on est sur notre 2e millésime. On va voir un petit peu l'évolution, mais on a déjà bien déterminé le profil. Ici, on va faire un parcellaire, donc ça va être une cuvée qui va s'appeler la Verchère, et parce qu'on a vraiment un profil complètement atypique par rapport à ce qu'on fait sur l'autre versant de l'Aisne, là sur le côté des Messies, où là on a plus de volume en bouche, plus de gras, et voilà, donc on a fait le pari de séparer ça. Ce sera peut-être pas le vin le plus complexe, mais en revanche, il y aura toujours cette trame citronnée qui lui donne vraiment une spécificité qu'on trouve, nous, très intéressante. Tu viens de le dire, on a fait 4 km, on a changé de paysage, on a changé de type de sol, on a aussi changé d'appellation. On est dans la Bourgogne ici, donc les enjeux, ils sont pas les mêmes que dans le Beaujolais tout à l'heure là. C'est quoi les enjeux là quand tu es à Saint-Véran ici? J'imagine que déjà c'est un petit peu plus facile de vendre le vin. Alors tu l'as dit,
complètement différent en termes d'approche. Là, il faut créer de la confiance pour rentrer dans un domaine. Il faut apporter de la plus-value, pas financière, mais de la plus-value technique. Voilà, tout le chardonnay se vend plutôt bien. Donc, nous, on apporte quand même beaucoup d'exigences dans ce qu'on fait, donc beaucoup de problématiques pour le vigneron qui pourrait s'en passer. Donc il faut qu'on arrive à tisser vraiment une relation forte. Là, on a un peu triché parce que le vigneron est basé sur Juliena. Donc on travaille beaucoup ces Juliena aussi et qui, eux, sont plus durs à vendre. Et ça nous permet d'avoir accès à ces Saint-Véran. Voilà. On peut citer le nom là, de la personne à qui tu achètes les raisins ici ? Ici, c'est Alexandre Depardon, qui est basé à Juliena et avec qui on travaille depuis 2 ans sur un accompagnement assez fort puisque lui travaille tout seul, donc il n'a pas le temps de tout faire et il nous a demandé de lui gérer une grosse partie de sa cave pour lui trouver des points de sortie. Alors pour nous, c'est très bien, mais on lui construit aussi des cuvées pour les autres négociants. Voilà. Et on amène une garantie à un savoir-faire qui permet aussi pour lui de, en gros, passer en premier quand il y a des ventes et quand il y a une demande du marché. Combien tu payes le Saint-Véran ici ? Combien tu lui payes le Saint-Véran ici ? Ici, on est à peu près sur un équivalent de 10 € du litre. Et ça, c'est des vins qui vont sortir combien pour le client final, à la louche ? À la louche, on va être à 22, 23 €. Donc ça veut dire que toi, tu marges quand même potentiellement moins ici que dans le Beaujolais. Ce qu'on disait tout à l'heure à Fleury, par exemple. Oui, mais sauf que l'impact commercial n'est pas le même que dans le Beaujolais. Ici, on a plus de facilité à vendre les vins, l'appellation est porteuse, le cépage est porteur. Donc nous, ça génère moins de coûts, donc on peut dégager moins de marge. L'énergie qu'on met pour vendre les fleuris, elle est coûteuse. Donc, en fait, on ne fait pas plus de marge d'un côté que de l'autre, quoi. Comment tu l'as convaincu de travailler avec toi ? Ça s'est fait de manière assez simple, mais bien sûr, on est passé au travers du Juliena. Le Juliena était en difficulté en termes de vente, en termes de valorisation. On a déterminé différents étages dans sa production. On fait 3 vins rouges différents à base de gamay. Un Juliena sélection de terroir, les Capitans. Un Juliena classique. Et tous les jus les moins concentrés, on les déclasse en Bourgogne Gamay pour nous faire une appellation qu'on appelle appellation appel d'air, où on peut être un peu plus agressif en prix. Et voilà. Et donc avec lui, on a fait aussi la fusée des 3 étages, c'est-à-dire qu'on lui achète plus cher les Capitans et bien sûr moins cher les Bourgogne Gamay. Pour ton entrée de gamme, est-ce que le fait qu'il y ait écrit Bourgogne sur l'étiquette, c'est une force commerciale ? Ah oui, c'est clair. Après, on verra. Bourgogne Gamay, c'est un essai qu'on fait. On ne connaît pas encore. Il y a 0 bouteille pour l'instant sur le commerce, donc on va découvrir ça. Mais je pense que c'est plus facile à vendre, ou ce sera plus facile à vendre, j'espère, disons, qu'un Beaujolais Village, voilà. Et on sera à peu près sur le même niveau de prix. Il y a des partenaires que tu as eu du mal à convaincre de travailler avec toi ? Et si oui, comment est-ce que tu leur montres que tu as une valeur ajoutée ? On a eu des échecs. Il y a des gens avec qui on a commencé de travailler et qui n'ont pas voulu accepter l'exigence qu'on a et donc les contraintes que ça générait, au-delà du prix qu'on proposait, qui est un petit peu plus élevé que le prix du marché. On a aussi, à l'inverse, cru en des vins et des vins qui n'ont pas trouvé leur sortie commerciale. Donc on a dû arrêter parce que pour nous, on se doit de valoriser tout ce qu'on achète. Et puis après, il y a des gens qui n'ont pas voulu travailler avec nous parce qu'ils estiment qu'ils valorisent mieux sur le marché, on va dire, traditionnel et qui n'ont pas envie de faire ce genre d'effort. Donc on a eu tous ces profils-là et puis quand on a réussi, c'est plutôt des profils comme Alexandre
comme chez Alain et Sylvaine Normand, où là, ils trouvent de l'intérêt dans notre action parce qu'ils n'arrivaient pas à fournir le travail que nous, on est en mesure de fournir. Donc, on arrive à avoir une synergie, en fait. Nous, on le voit tout de suite, dès que les choses se passent bien, ça veut dire que les deux parties arrivent à trouver leur intérêt. On voit bien que les choses se tassent ou se tendent quand il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de... voilà, et on voit que d'un côté comme de l'autre, ça finit par plus réellement fonctionner. Je voudrais qu'on parle un peu de Saint-Véran, là, de manière un peu plus globale. Au-delà de la langue de grès sur laquelle on se trouve, c'est quand même un terroir très calcaire. Et Saint-Véran, c'est une appellation qui est connue, un peu moins que Pouilly, malgré tout. Est-ce que, d'après toi, c'est un grand terroir? Et si oui, pourquoi? Alors j'espère, parce que moi, Saint-Véran, c'est mon histoire, hein. Mes deux grands-pères faisaient partie un peu de la genèse du cru. Quand j'avais mon domaine, je faisais que du Saint-Véran, donc j'étais un des premiers, des pionniers à faire des Saint-Véran bio et nature, hein, ça n'existait pas il y a 25 ans. 25 ans, waouh. Donc oui, moi j'y crois, c'est vraiment mon marqueur, mon identité, donc je vais tout faire pour essayer de monter ça. Mais le Saint-Véran, et pas encore sur un niveau de renommée. Pour moi, c'est le dernier cru blanc de Bourgogne où on a encore du travail à faire pour le hisser au niveau, ne serait-ce que d'un Pouilly-Fuissé, en termes de renommée. Donc à nous de travailler les vins pour les faire meilleurs, plus identitaires, trouver leur style pour après pouvoir le développer. Pour l'instant, il y a un paysage vigneron qui est très éclaté sur Saint-Véran, qu'on ne retrouve pas sur Pouilly. C'est-à-dire qu'il y a des grosses caves coopératives qui génèrent une grosse partie de la production du cru. On a quelques gros vignerons sur Davaillé qui ont beaucoup de surface et qui, eux, font un boulot depuis très très longtemps autour du Saint-Véran, mais ils sont un peu seuls. Et puis après, c'est que des petits satellites, comme là, par exemple, un domaine à Juliena, mais qui a 1 hectare de Saint-Véran. Il y a des domaines à Pouilly-Fuissé qui ont, pareil, une parcelle ou deux de Saint-Véran, mais pas de quoi développer vraiment une gamme commerciale autour du Saint-Véran. Donc nous, on va essayer de s'implanter en tant qu'acteur négociant avec l'identité Saint-Véran et de la développer. Ça va vraiment être notre axe de travail. On est très attaché au Beaujolais. On fait tous les efforts pour essayer de continuer d'accompagner. On va faire un petit peu de Bourgogne rouge, de Pinot Noir, mais l'identité de notre travail va vraiment être attaché au chardonnay et surtout au cru Saint-Véran. Donc oui, j'espère qu'on aura les terroirs, qu'on aura les partenaires pour nous accompagner. Là, on est au début de l'aventure, hein, mais l'ambition, elle est vraiment là et elle est vraiment sur ce cru. Alors c'est l'heure de la dernière question traditionnelle, on est à la fin de cette interview. Arnaud, est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais aujourd'hui? Ah bah oui, moi j'ai toujours connu que ça, grands-parents vignerons, j'ai eu mon domaine, j'ai toujours bossé que dans le vin et je m'éclate. Là, j'apprécie beaucoup le fait de plus avoir mes vignes en propre, me donne beaucoup plus de liberté de création, de réflexion. Je rencontre différents acteurs, différents profils, donc ça m'amène aussi à une certaine gymnastique intellectuelle, un peu moins physique, vu que c'est plus moi qui fais le travail en direct. Mais oui, là je suis très content de ma fin de carrière, j'ai 50 ans. Donc maintenant, le projet sur le Saint-Véran, par exemple, devrait bien occuper là, les 20 ans qui viennent. Donc oui, non, je suis très très heureux de ma situation. Merci Arnaud. Chers auditeurs, chères auditrices, je suis très heureux de partager cet épisode avec vous aujourd'hui, en grande partie parce que je pense qu'Arnaud pose un regard original sur le vignoble dont il fait partie. Un regard qui fait la part belle, certes, aux qualités des parcelles, au potentiel viticole, mais il ne se ment pas sur les risques à venir et sur la situation de certaines entreprises. J'espère donc que cet épisode vous donnera matière à réflexion et qu'il agrandira votre palette gustative car les vins d'Arnaud sont vraiment délicieux. Merci Arnaud pour ton accueil et merci Camille d'avoir joué l'entremetteuse. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker. Merci Emmanuel Napet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes.
On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!